Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Tandem 2.0 dans notre émission Le Laboratoire de l'après. Donc c'est plus une nouvelle émission puisqu'on en est à l'épisode numéro 3. Et donc en effet, depuis 2 mois, le monde s'est arrêté. Plus de vols, plus d'aéroports, les frontières sont fermées. On ne voyage plus, on a tout éteint ou presque. Peu à peu, le pic de la pandémie est franchi. Pays après pays, on déconfine, on retravaille, on redémarre. Ce soir, nous allons parler voyage professionnel et voyage de loisirs. Quand, comment, où, à quel prix allons-nous pouvoir repartir? Grâce à nos 3 experts, vous allez tout savoir. Mais avant tout, permettez-moi de vous les présenter. Patrick Amar, bonsoir. Bonsoir Daniel. Zev Dahan, bonsoir. Bonsoir Daniel. Yariv Abessira, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors, vous les avez vus, je vais vous parler un tout petit peu d'eux et puis après, on va leur laisser tout nous expliquer. Donc, Patrick Amar est un profil extrêmement particulier. C'est un spécialiste du monde des transports et notamment du transport aérien. Il est actuellement détaché à l'autorité de l'aviation civile en Israël. Il s'occupe de tout ce qui est aérien civil entre Israël et la France. Mais avant ça, il a travaillé à l'aviation civile, à l'aéronautique, conseiller auprès du ministre des Transports. Il a été vice-président pour Air France, directeur général ici en Israël, vice-président pour El Al. Donc le monde aérien n'a aucun secret pour lui. Et ce soir, il nous dira tout. N'est-ce pas, Patrick? On va essayer de faire mieux, ouais. Zev Dahan. Qui ne connaît pas Zev Dahan en Israël? Zev Dahan est un ami également, quelqu'un d'assez exceptionnel puisqu'il a un profil atypique. À la base, il était destiné pour être avocat. Il a d'ailleurs été avocat. Il est toujours inscrit au barreau. Et puis très vite, il est tombé à l'intérieur du Club Med. Ça fait déjà 14-15 ans que tu es au Club Med, Zev? 2002, 18. 2002, 18 ans. Et donc, peu à peu, il a gravi différents échelons à l'intérieur du Club Med pour en être aujourd'hui directeur général sur 3 zones. La zone Israël, qui est quand même la 6e zone au monde. Il nous l'expliquera tout à l'heure. La zone Russie et l'Afrique du Sud. Et donc, Zev, ce soir, nous dira tout sur le Club Med en période de pandémie et post-pandémie. Et enfin, le 3e invité, Yariv Abessira, qui est actuellement à Paris, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous. Donc, Yariv, c'est un profil de serial entrepreneur. Dès la fin de ses études, il a commencé à créer son entreprise et il a tout de suite travaillé dans le monde du voyage. Donc, si je vous dis Travel Ski, si je vous dis Compagnie des Alpes, si je vous dis Travel Factory, si je vous dis voyage packagé à destination du mass market européen, vous avez un grand spécialiste. Il a créé plusieurs entreprises, il a racheté même des agences immobilières à la montagne, c'est un spécialiste du voyage à la montagne également. Et donc, on lui posera toutes les questions sur nos prochaines vacances, que ce soit cet été, cet automne, cet hiver, comment ça pourrait se passer. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Alors, c'est vrai que je peux pas restituer toute leur expérience professionnelle. Par contre, au travers de ce qu'ils vont nous expliquer ce soir, vous allez très très vite comprendre. Bien entendu, durant toute l'émission, vous pourrez, en tant que spectateur, poser toutes les questions que vous souhaitez à nos 3 experts, grâce à Michael Wolf, que je salue, qui est notre directeur d'antenne. Salut Daniel. Salut Michael, et qui pourra nous interrompre à tout moment en nous remontant, bien sûr, toutes vos questions les plus pertinentes et les plus impertinentes. Voilà. Écoute, je ne vais pas poser de questions, Daniel, mais juste signaler déjà que de nombreux téléspectateurs saluent nos 3 invités. Magnifique. Eh bien, on va pouvoir démarrer l'émission après cette introduction.
Première question. Comme dans toutes nos émissions, on a toujours fait un état des lieux. Donc, on va commencer avec cet état des lieux. Patrick, qu'est-ce qui se passe depuis 2 mois dans le monde du voyage? Alors, je vais parler juste de l'impact parce que la source et l'origine, vous avez une émission médicale très intéressante la semaine dernière qui a beaucoup parlé des aspects médicaux. On en parlera un petit peu quand même parce que c'est évidemment dépendant de la reprise. Mais en tout cas, l'état des lieux, c'est l'impact. Pour faire très simple, il y a un chiffre clé qui est presque prédominant dans tous les aéroports, c'est 98%. On a eu une baisse de trafic de 98% de trafic. Donc, dans la plupart des aéroports, que ce soit à Tel Aviv ou en Europe, on a 2% du trafic qui avait le même mois au mois d'avril l'année dernière. Donc, je vous laisse passer l'impact, que ce soit pour les compagnies aériennes évidemment, mais surtout pour les voyageurs. On est tous confinés et les quelques transports qui ont pu avoir lieu, ils sont de 2 ordres. Il y a eu des vols de rapatriement qui ont été organisés un petit peu partout dans le monde. Pour ce qui nous concerne en Israël, il y a eu des Français qui étaient là, qui voulaient rentrer chez eux, et des Israéliens en Europe qui voulaient rentrer en Israël. Donc, tous ces vols de rapatriement ont été organisés. Et les autres vols qui ont eu lieu, ce sont des vols cargo, parce que là, le fret, lui, s'est maintenu à des niveaux très élevés. Il faut comprendre que, en gros, on transporte sur un aéroport international la moitié du fret sur des vols passagers et sur des vols cargo. Donc 50% du fret est sur des vols complètement cargo et l'autre partie, c'est les soutes de nos avions passagers. Donc quand il n'y a plus les avions passagers, il manque 50%. Donc en fait, il y a eu quasiment, dans certains cas, un doublement des vols cargo pour pouvoir continuer à amener la même quantité de biens et de nécessités pour l'ensemble des pays. Donc les vols cargo se sont maintenus très élevés. Les compagnies qui ont bien joué le jeu, qui ont transformé les aéronefs, ont pu quand même continuer à faire voler leurs avions. Voilà en 2 mots, le chiffre aussi intéressant à avoir en tête, parce que c'est un problème de gestion du transport aérien. On parlera du redémarrage, mais on parle de l'actuel. Aujourd'hui, il y a 24 000 avions commerciaux de transport de passagers dans le monde. Et il y en a eu entre 18 et 19 000 d'immobilisés. Ça, c'est jamais vu. On n'a pas la place pour le faire. Voilà, c'est une très bonne question. En fait, sur ces 24 000 avions, ils volent quasiment. Alors, il y en a 80% qui volent tout le temps. Donc, quand on a des parkings dans les aéroports pour 2, 3, 4, 5 heures, ça se fait de manière assez simple. Mais quand on doit en parquer 18 000, c'est très compliqué. Donc, dans les aéroports internationaux, on a utilisé les pistes, les taxiways et j'en passe et des meilleurs. Et puis, il y a eu aussi des aéroports qui se sont aménagés spécifiquement pour ce type de besoins. Et on a des centaines et des centaines d'avions parqués avec des écarts de 1 ou 2 mètres les uns des autres. C'est posé comme des petits puzzles sur un aéroport. Donc ça c'est la partie technique, mais la partie complexe, c'est qu'il faut les entretenir, ces avions, pour que ça reparte. Donc il y a des systèmes de maintenance, des gens qui vont sur ces aéroports 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les semaines pour refaire des démarrages moteurs, pour les protéger, pour les vérifier. Donc voilà, il y a 18 000 avions à entretenir sans que ça vole. C'est très compliqué, mais ça devrait passer. Et puis ça coûte cher. Là. Ah oui, ça coûte très cher, mais surtout qu'il y a, pour les compagnies, il n'y a pas de revenus. On reviendra tout à l'heure pour voir si elles vont survivre, mais il y en a pas beaucoup qui vont survivre d'une situation aussi catastrophique. Mais alors, j'ai appris, et puis après on passera à Z, j'ai appris qu'on pouvait éteindre un aéroport. Alors oui, en fait, quand on l'éteint pas totalement. Donc, pour prendre le cas d'Orly, par exemple, qui a été complètement le trafic s'est complètement arrêté il y a à peu près un mois, puisqu'il n'y avait plus nécessité de le maintenir. On enlève toute la partie commerciale des aérogares qui n'a plus lieu d'être. Mais effectivement, la partie contrôle aérien, elle existe toujours parce qu'il y a des avions qui vont survoler. La partie qui va être la partie vie, qui sert à l'énergie de l'aéroport, on la garde encore parce que la redémarrer, ça peut être complexe, ça peut être source de panne. Donc, il y a une partie veille qui reste. Mais effectivement, quand un aéroport considère qu'il n'y a plus de trafic, mieux vaut fermer parce que c'est très, très, très lourd à entretenir aussi. Merci Patrick pour ces explications. On reviendra tout à l'heure sur l'avion. Zev, au Club Med, comment ça se passe au Club Med? Oula, comment ça se passe au Club Med? Ça se passe que il y a 2 mois, à peu près, du jour au lendemain, quasiment. J'exagère, mais en 1 semaine, on a fermé nos 70 villages dans le monde. C'est juste complètement imprévisible. J'y croyais pas du tout personnellement.
On s'y attendait pas, personne ne s'y attendait quand c'est arrivé. On a été en plus, en Europe en tout cas, les premiers touchés en Israël, et je me rappelle encore une conférence téléphonique que j'ai eue juste après la conférence téléphonique de Benjamin Netanyahou, qui mettait en quatorzaine les Israéliens qui allaient partir en France. Et c'était juste la semaine d'avant le 8 mars. Autant dire que pour moi, la semaine du 8 mars de Purim, c'est la plus grosse semaine de la saison d'hiver. Et j'avais à peu près 3000 clients qui partirent entre le ski, les Maldives, etc. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Tout se bloque. Et quand j'ai appelé Paris pour leur expliquer ce qui se passait en Israël, je me rappelle Henri Giscard d'Estaing, qui me regardait ahuri en me disant mais c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et bah si. Et finalement, le dimanche suivant, toutes les stations de ski qui décident, le 15 mars, décident de fermer. Et les Maldives derrière, une semaine plus tard. Enfin bon, bref, en moins de 10 jours. Et dans tous vos scénarios de crise, j'imagine qu'à aucun moment vous avez prévu que ça pourrait arriver un jour, quoi. Non. Honnêtement, non. C'était pas prévu. C'était totalement improbable, impossible, inenvisageable. Et même encore, franchement, même une semaine avant, on s'y attendait pas. On pensait fermer une partie des villages, on pensait tenir en partie. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire. Vous avez été alerté quand c'est parti de Chine ou quand ça a commencé à arriver dans la zone Europe? Non, on a eu nos premiers. Il se trouve qu'on est implanté en Chine. On a à peu près sous la marque Club Med, on a 5 villages. Et on a une autre marque qui s'appelle Joyview, qui est une marque typiquement pour les Chinois. C'est un concept qui est à 2 heures des grandes villes chinoises, entre le Club Med et l'hôtel business. Et ceux-là ont été fermés plus tôt. Donc, on savait qu'en Chine, on avait un risque. On avait commencé à fermer nos hôtels. Mais on s'attendait pas à fermer dans le monde entier. On pensait qu'il y a des zones qui allaient être touchées. On s'attendait pas du tout à devoir fermer et certainement pas fermer pour autant de temps. Même au moment de la fermeture, pour le ski, on a tout de suite compris que c'était terminé, donc c'était toute la saison. Mais pour les autres destinations, on s'attendait pas à devoir fermer aussi vite et aussi longtemps, puisqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas, pour beaucoup de pays, de date de réouverture. On est encore avec des questionnements et c'est le sujet du moment. Toutes les semaines, voire tous les 3 jours, on a des réunions sur ce qu'on appelle les réunions d'offres, date d'ouverture et de fermeture de village, où on se pose des questions, quand on va pouvoir ouvrir, comment on va pouvoir les ouvrir. Parce qu'ouvrir vous êtes obligé d'anticiper zone par zone, pays par pays, en fonction de ce qui va être décidé d'un point de vue réglementaire, c'est ça? Bah oui, on doit anticiper comment on va pouvoir les ouvrir. On doit aussi anticiper quels sont les pays émetteurs qui vont être le plus friands de ces villages-là. Est-ce qu'on a suffisamment d'intérêt? Et tout ça change tous les 2 jours. Donc, on recommence le travail tous les 2 jours, quasiment le même. Mais on n'a pas le choix, sachant qu'il nous faut à peu près 30 jours pour ouvrir un hôtel. On a des hôtels aujourd'hui de 300, 400 chambres. Et il nous faut 30 jours, pas pour l'ouvrir en soi, mais pour recruter le personnel. Dans un hôtel Club Med, on a à peu près 350 employés, plus encore 200 géos. Donc, on a 500 employés en moyenne. Et beaucoup de monde à recruter. Et oui, et ce ne sont pas que des locaux, parce qu'il faut aussi les faire venir, puisque entre le personnel local et le personnel qui est délocalisé vers le village. Exactement. C'est tout le concept du Club Med, c'est d'avoir au maximum 50% de locaux et 50% d'internationaux. Donc là, c'est encore plus complexe. Je parle même pas des permis de travail, etc. Mais mis à part tout ça, on va dire qu'il nous faut 1 mois pour ouvrir un hôtel. Donc, on sait aujourd'hui aussi on va avoir une course contre la montre. C'est un chronomètre. On attend les hockey départ et on va lancer les hockey départ parce que il faut comprendre qu'on a cet avantage d'un côté par rapport au marché du tourisme, c'est qu'au Club Med, nos clients réservent entre 1 an et 6 mois à l'avance. Donc, par exemple, pour le mois d'août et le mois de juillet, on est rempli à 70% déjà, malgré les annulations. Donc on est aujourd'hui dans une situation où c'est une course contre la montre entre les gens qui sont réservés pour cet été, qui ont envie de partir pour la plupart. Est-ce qu'ils vont annuler? Est-ce qu'ils vont rester? Et nous, on doit leur dire, est-ce qu'on va être ouvert? Est-ce qu'ils vont aussi avoir les moyens de transport pour arriver jusque chez vous? Parce qu'en fonction des zones… Et effectivement, pour nous, le transport, c'est un sujet
sujet hyper important. Et on n'a pas malheureusement, ce que je te disais la semaine dernière, on a beaucoup de questions, très peu de réponses. Et il faut qu'on travaille quand même avec pour ouvrir et pour satisfaire nos clients. Parce que nos clients, alors ça, c'est ce qui peut paraître étonnant, veulent partir en vacances. Oui, et ils ont donc, besoin de se ça, c'est déconfiner. une donnée globale. C'est une donnée globale. On aurait pu penser, et on a eu peur que nos clients décident d'annuler ou qu'ils n'aient plus envie de partir en vacances. Pas forcément une question d'argent, pas forcément une question de temps, de moyens, mais plus une question d'envie. En fait, non. Pour l'instant, nos clients demandent à partir. J'ai encore eu des mails la semaine dernière d'une cliente qui m'a demandé par mail est-ce que vraiment elle va pouvoir partir au ski pour Soukot en Turquie. Et quand je lui dis que pour nous, le village va être ouvert, et c'est ce qui aujourd'hui devrait être le cas, elle m'a dit que je lui ai fait sa journée et qu'elle était très contente. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé des gens pour réserver ce village en Turquie à Soukot. Donc, on a nos clients, et c'est vrai en Russie, c'est vrai aussi en Afrique du Sud, c'est vrai aussi en France, parce que maintenant on regarde un peu tous les marchés. Nos clients veulent partir en vacances. Ils veulent pas annuler leurs vacances. Pour la C'est plupart. bien, Zé, vous nous rassurez, il y a de l'envie et puis il va y avoir des possibilités. Et c'est oui, là la vous clé. voulez rajouter quelque chose? Il y aura des c'est là la clé. Yariv, comment ça se passe chez vous? Chez Travel Factory? Je vais pas être très original. Je vais reprendre un chiffre qu'énonçait tout à l'heure Patrick pour l'aérien. 98% d'avions qui ne volent pas, ben nous, c'est moins 95% de réservations depuis le 10 mars. Donc en fait, autant vous dire que plus personne ne réserve depuis le 10 mars. Le ski, on l'a très vite compris, comme le disait Zev, que puisqu'on a deux gros métiers. On est spécialiste du ski et du package, et on est spécialiste du camping en France. Donc en fait, sur le ski, nos clients ont très très vite compris que ceux qui avaient déjà réservé pour la fin de saison, les 6 semaines qui restaient à courir, on a mis en place une task force extrêmement rapidement, 18 heures sur 24, pour pouvoir répondre par mail. On a coupé le téléphone puisque c'est un fait très rare. C'est très compliqué de laisser des lignes téléphoniques ouvertes quand au bout du fil, on dit on ne sait pas. On ne sait pas, les clients perdent patience, s'énervent, donc on a préféré couper le téléphone. C'est la première fois qu'on le fait, on le fait chez Travel Factory, chez Travel Ski ou Locato. On a arrêté de répondre au téléphone en demandant, et on a très vite mis un certain nombre de messages sur nos sites internet, nos réseaux sociaux, en disant qu'on ne répondrait que par mail, ce qui a un peu désengorgé, puisque très sincèrement, on ne savait pas quoi dire. On n'avait aucune espèce de réponse à apporter, puisqu'une crise pareille n'avait pas été imaginée ou processée pour se dire comment on rapatrie les clients qui étaient en station et comment on va répondre, quand est-ce qu'on peut repartir, comment on va s'organiser pour partir. Donc ça a été exactement les mêmes effets que Patrick ou Zev pour le Club Med. Ça, c'est le premier grand enseignement sur le tourisme de loisirs. Et le deuxième enseignement, c'est qu'effectivement, on travaille tous les jours à essayer de trouver des solutions que l'on n'a pas, puisque on ne sait pas aujourd'hui quand est-ce que les campings vont ouvrir. Alors, les stations de ski, c'est facile, c'est fermé, mais quand est-ce que la montagne cet été va réouvrir? Dans quelles conditions sanitaires? Et par contre, on a fait des sondages, puisqu'on avait besoin de nous rassurer nous-mêmes. On a fait des sondages, on a fait appel à un institut de sondage, et qui montre bien ce que disait Zev, c'est que 21% des Français nous disent, dès le déconfinement, on s'en va tout de suite en vacances. C'est réconfortant. Et 50 autres pourcents disaient qu'ils allaient retrouver l'envie de partir dans les 30 jours. Donc l'envie de réserver, puisque, bien évidemment, on a un réservoir extrêmement important de clients qui n'ont pas encore réservé leurs vacances. Nous, on est un peu l'inverse de Zev, c'est que nos clients réservent en général entre 30 et 32 jours avant leur date de départ effective en vacances. Donc, on est plutôt dernière minute. On est plutôt bon plan Internet, puisqu'on est plutôt en mass market et opportunité pour les clients. Donc, on est en plein dans la phase, normalement, mars, avril, mai, de clients qui auraient réservé pour cet été, qui n'ont absolument pas réservé. Donc, on espère pouvoir répondre, et on prépare une task force de Summer Boost, comme on l'a appelé en interne, pour dire s'il y a des règles précises, eh bien, on sera prêt pour mettre en musique les offres, mais retravaillées ou avec les mesures sanitaires qui s'imposeront à nous pour nos clients.
D'accord. Alors, on a vu que le transport était stratégique, était au centre de tout ça. Patrick, comment techniquement on va redémarrer au niveau des compagnies aériennes, du transport aérien? Comment est-ce qu'on remet en place les lignes, les couloirs? Alors, c'est un peu compliqué le redémarrage, mais il faut d'abord parler, je vais d'abord vous parler techniquement de ce qui est prévu d'être fait, ce qui commence déjà à être fait dans un certain nombre d'aéroports et de compagnies aériennes pour un peu nous rassurer d'abord sur ce qu'on est capable de faire pour se protéger. Mais ensuite, je vais terminer par la partie la plus importante, c'est qu'est-ce qui fera que ça redémarrera significativement ou pas. Donc d'abord, je vais vous parler de ce qui est prévu aujourd'hui déjà dans les aéroports, parce qu'il y a quand même quelques aéroports qui ont encore de l'activité. Hein. Comme on est à 2%, elle n'est pas nulle. Donc il y a encore des avions, il y a encore des passagers. Et ce qui est prévu aujourd'hui par la plupart des aéroports internationaux, c'est évidemment des mesures basiques comme la prise de température comme dans l'aéroport, les masques obligatoires en zone publique. Comme il n'y a pas beaucoup de monde, donc on active une banque d'enregistrement sur 2 pour laisser de l'espacement entre les personnes qui font de l'enregistrement. Évidemment, les queues, il n'y en a pas beaucoup, mais les gens sont aussi distants pour faire cela. Le nettoyage et la désinfection journalière fait dans l'aéroport de tout ce qui est point de contact, comme les kiosques pour s'enregistrer sur place ou des choses de genre-là. Les contrôles de sûreté qui se font aussi aujourd'hui sans contact. Quand on doit être fouillé, on va plutôt passer plusieurs fois sous le portique ou passer sous un détecteur, un body scanner, plutôt que d'avoir la fouille manuelle. Donc, il y a aussi des minimums de contact. Les salons d'aéroport qui sont fermés. Et un truc important, c'est des procédures d'embarquement spécifiques. C'est-à-dire que quand on va embarquer dans l'avion, il n'y a plus de priority boarding de ce genre-là. On commence par embarquer les gens qui sont dans les derniers sièges. Donc, on commence par les 2 dernières rangées. Quand les gens sont vraiment passés, on commence au fur et à mesure et on termine par les rangées de l'avant de manière à ce qu'il n'y ait pas de croisement dans l'avion entre les passagers qui vont des premières rangées et les dernières rangées. Donc ça, c'est la partie embarquement, enregistrement aéroportuaire. La deuxième étape, c'est la partie avion, qui est tout aussi importante. On est tous très inquiets, tout le monde me pose la question, mais est-ce que c'est pas dangereux de monter dans un avion? Je m'assois à côté de qui, etc., etc. Je vais revenir sur l'aspect sanitaire dans quelques instants, qui est le troisième point, qui est le plus fondamental. Et je vais revenir dans 2 secondes. Je dis au moins ce que sont capables de faire les compagnies aériennes, certaines plus que d'autres. D'abord, évidemment, la désinfection totale des avions. Il y a un nettoyage de l'occupation systématique avant chaque vol, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus approfondie par rapport aux tablettes, aux accoudoirs, aux ceintures. On va nettoyer tous les points de contact de manière systématique. Certaines compagnies, dont je ne citerai pas aujourd'hui le nom, mais certaines compagnies internationales mettent en place ce qu'on appelle un système de nébulisation. Alors, c'est très, très efficace. C'est une sorte de nuage de particules, qui évidemment, c'est des particules spécifiques qui sont désinfectantes et qui vont avoir pour effet de pouvoir avoir une efficacité pendant 10 jours. C'est-à-dire que quel que soit le virus qui va se poser sur un point de contact, ces particules, c'est pas comme l'alcool gel qu'on a et tous ces jours-là. Il suffit d'un petit peu de température, ça s'évapore. Et quand on s'est lavé les mains, quelques minutes après, on peut immédiatement se réinfecter. Là, ces microparticules qui sont encapsulées, on les nébulise dans l'ensemble de l'avion. Et pendant 10 jours, tous les points de contact, si jamais il y a quelque chose, un objet qui est contaminé ou viral qui va s'intégrer, il sera détruit, il sera désinfecté pendant cette période-là. Ce qui fait que toutes les semaines, les compagnies aériennes, ces compagnies qui mettent ça en place, font une nébulisation de leurs avions de manière à ce que l'intérieur soit désinfecté. Le dernier élément très important, c'est l'air dans l'avion. On s'inquiète souvent de la possibilité que l'espace est confiné. On a l'impression d'être dans une chambre fermée. Et en fait, on a des filtres à air extrêmement puissants, extrêmement développés, qui sont dignes c'est les mêmes qui sont utilisés dans les salles d'opération, dans les hôpitaux. C'est des filtres à haute efficacité de particules. On obtient dans l'avion aujourd'hui, on a 50% de l'air qui vient à l'intérieur de la cabine, qui est de l'air prélevé à l'extérieur. Donc, c'est de l'air parfaitement propre d'altitude. Et on a 50% de l'air qui est de l'air réutilisé, qui est dans la cabine, donc qui est refiltré par ces filtres à particules. Ces filtres à particules sont certifiés pour filtrer 99,97% des particules se situant dans l'avion. Et on a un renouvellement de l'air à peu près toutes les 3 minutes dans la cabine de l'avion. Donc, toutes les 3 minutes, on a de l'air nouveau.
soit entièrement renouvelés, soit moitié filtrés par ces filtres à haute particule. Dernier élément pour enlever, donc évidemment, les masques doivent être portés. Les compagnies ont la priorité aujourd'hui, en fonction des remplissages, de ne pas asseoir les passagers les uns à côté des autres, dans la mesure de possible. Mais elles sont toutes très réservées sur la possibilité de geler le siège du milieu. Je ne vais pas parler d'économie aujourd'hui. C'est un souhait de certains, mais au vu de tout ce qu'on vient de dire là, plus le fait qu'on souhaite en fait que pour le transport aérien reparte de mon point de vue, et ça c'était le troisième point que je voulais ajouter, c'est l'aspect sanitaire du passager qui va monter à bord. Il faut que pour que ça marche, pour que ça se développe, que ce soit pour le business d'affaires au départ ou pour le tourisme ensuite, qu'on ait des systèmes qui soient fiables. Aujourd'hui, on a le PCR qui est un système de détection de virologie, de savoir si on est porteur du virus. Donc, il faut qu'on ait des PCR qui soient fiables et qui soient dans un délai de réponse rapide, de l'ordre de la demi-heure ou de l'heure. Ce qui permettrait de faire en fait qu'on va filtrer et qu'on va n'embarquer que des passagers qui sont testés négativement au PCR. Certains pays, certains aéroports feront aussi le test à l'arrivée pour les passagers. Donc, on aura 2 tests à plusieurs heures d'intervalle qui permettront de fiabiliser la qualité de ce test. On a aujourd'hui le PCR qui est faible à 70-75%. On peut, en faisant un test à nouveau quelques heures plus tard, on peut le fiabiliser de l'ordre de 95% et éviter des faux négatifs. Donc, quand on a cette étape-là où dans les avions, on est à peu près sûr d'avoir des passagers qui n'ont pas de fièvre, qui ne sont pas porteurs, il n'y a plus aucune raison de se dire on va mobiliser des sièges parce que l'économie du transport aérien ne fonctionnera pas. On a suffisamment de précautions par rapport à cela. Et le dernier point que je terminerai, c'est les pays. La réglementation, c'est ça qui va faire que les choses démarreront ou pas. Aujourd'hui, les avions peuvent voler. Aujourd'hui, on a des moyens et qui vont se fiabiliser, j'espère, dans les prochaines semaines sur la manière dont de détecter les porteurs potentiels, et les porteurs potentiels ne voyageront pas. C'est comme ça qu'on pourra protéger le porteur aérien. Ils seront de moins en moins nombreux. Donc, on leur dira, votre billet, vous l'utilisez pas, vous l'utiliserez quand vous aurez un test négatif, vous nous porterez la preuve que vous êtes négatif. Et par contre, quand on a ce dispositif-là, c'est les pays qui doivent ensuite accepter de recevoir des ressortissants de pays étrangers. Donc, c'est à ce moment-là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour entrer en France, il faut avoir un passeport Schengen, il faut avoir un passeport européen. Pour venir en Israël, il faut être ressortissant israélien ou résident permanent. Donc, ceci crée une mécanique qui fait que tant qu'on a ces filtrages qui vont être au fur et à mesure levés avec des règles de confinement, c'est-à-dire qu'on va accepter que des gens rentrent, mais s'ils n'ont pas les doubles tests, on va voir, c'est soit les doubles tests évitent le confinement, soit on n'est pas capable d'avoir des tests fiables et on va quand même demander un confinement de 14 jours. Voilà, c'est tous ces éléments de modulation qui vont être utilisés par les gouvernements, par les autorités sanitaires. Et j'avoue que les ministères de la Santé de nos différents pays sont extrêmement exigeants, extrêmement précautionneux. Je ne parle pas, c'est normal, mais ça va peut-être décevoir des gens. C'est que tant qu'on sera précautionneux et qu'on va avoir peur de la deuxième vague, et personne ne peut aujourd'hui répondre si elle aura lieu ou pas du tout, mais tant qu'on n'aura pas de visibilité là-dessus, ce sera très difficile de vraiment parier sur un redémarrage du transport aérien. Patrick, merci d'avoir été aussi précis. Mickaël, tu as une question? Écoute, je n'ai pas de questions, mais beaucoup de témoignages sur le fil d'actualité. Alors, je vais vous en lire quelques-uns. Et puis, oui, deux questions qui vont s'adresser à Patrick. Donc, d'abord, Isabelle nous parle de ses projets de vacances. Elle nous dit qu'elle n'a pas de visibilité pour réserver des vacances. En France, les autorités ont clairement dit qu'il fallait oublier les vacances d'été à l'étranger. Tout le monde ici se prépare à passer ses vacances en France et se prépare à réserver dès que les déplacements de plus de 100 km seront autorisés. Franck nous dit que le chômage partiel va malheureusement limiter les budgets d'une famille moyenne. Et Daniel pense passer ses vacances en Corse ou en Sardaigne. Deux questions ont été posées pendant l'explication de Patrick. La première, je vais les regrouper. La première, Dany, qui nous demande si les passagers devront porter un masque. Et Johanna nous demande si on connaît déjà le nom des compagnies qui vont utiliser cette nébulisation. Alors, on va devoir me faire citer une compagnie, mais je vais y revenir. Donc, je commence d'abord par les vacances en France. C'est vrai que le gouvernement, de manière très sereine, le gouvernement français, a recommandé que tous les Français s'organisaient pour passer les vacances en France, et c'est la chose la plus raisonnable. Mais en fait, ça dépend pas d'eux. Excusez-moi de le dire comme ça dépend pas du gouvernement français, parce que tant qu'on aura le droit de sortir, on pourra sortir. Ça dépendra du pays d'accueil. Donc, s'ils veulent aller dans un pays qui va autoriser les Français à rentrer,
sous certaines conditions, avec peut-être un test préalable. Si on est capable au courant du mois de mai ou du mois de juin, une entreprise, une start-up de développer un test qui soit fiable et rapide, je peux vous garantir que ça va démarrer très vite. Si on est sûr qu'on demande à un passager de la veille de son voyage, dans les 24 heures, de faire un test, de venir avec ce résultat du test et éventuellement à l'arrivée, on le reteste, ça va rassurer beaucoup de gens de savoir, y compris les gouvernements, de savoir qu'on a quelque chose de fiable. Tant qu'on n'a pas ça, on est un peu dans l'expectative. Mais je dirais, moi, personnellement, je conseille les gens de prévoir, s'ils ont une telle envie de prévoir, oui, des vacances à l'étranger. Les compagnies aériennes le font aussi et donnent une flexibilité extraordinaire qui n'existe pas. Je veux rassurer tout le monde. Il n'y a aucun billet d'avion qui sera perdu. Je ne m'en porte pas de garant parce que je ne suis pas actionnaire des compagnies aériennes, mais pour les billets qui n'ont pas été utilisés, par exemple, au mois de mars ou en avril, beaucoup de gens se sont plaints de ne pas être remboursés, alors que c'est vrai que le règlement européen prévoit que quand une compagnie aérienne annule de son propre fait un billet d'avion, elle est censée rembourser sous 7 jours le passager. Elle ne l'a pas fait. Beaucoup de compagnies aériennes ne l'ont pas fait parce qu'elles n'ont pas la trésorerie et parce que si elles le font, elles ne vont qu'accélérer leur faillite encore plus vite. Donc, elles ont dérogé à ce règlement européen. Elles sont en train de négocier avec la Commission européenne en disant que cette loi qui avait été écrite à l'époque a été prévue quand on annulait 1 ou 2 vols pour des raisons particulières. Évidemment, on va rembourser les passagers, mais quand on annule 98% de nos vols, on ne peut pas rembourser tous les passagers. Donc, ce qu'ont décidé les compagnies, c'est de faire des avoirs, la plupart d'entre elles. Certaines remboursent, mais en tout cas, la grande majorité font des avoirs. Il ne faut pas s'inquiéter, ces avoirs sont non seulement utilisables 1 an, ils sont utilisables pour un autre passager, quelqu'un de la famille, et surtout, c'est très important de le comprendre, s'ils ne sont pas utilisés au bout des 12 mois prévus par l'avoir, ils seront remboursés au terme échu de cet avoir. Donc, c'est pas de l'argent perdu, c'est effectivement juste de la trésorerie que l'on fait aux compagnies aériennes pour leur permettre de passer ce cap-là. Donc, les gens qui veulent prendre aujourd'hui des vacances, et je soutiendrai mes 2 amis, Zeev et Yariv, au Club Med ou au ski ou à la montagne cet été, je dirais oui, il faut le faire. Parce que le système prévoit que si ça se fait pas, c'est pas grave, on sera remboursé ou on aura la possibilité d'utiliser cela plus tard. Mais si on attend le 1er juillet, quand les choses vont commencer à bouger, je l'espère, je suis fondamentalement optimiste, je suis désolé, mais je vais peut-être donner beaucoup de signes et dans un mois, on va me dire, t'avais complètement tort, c'est pas grave, mais moi je suis optimiste et j'espère que cet été, on va commencer à pouvoir bouger avec des obligations, avec des restrictions, avec des contrôles sanitaires, ça c'est vrai. Mais les pays qui seront les plus ouverts pour accueillir les passagers, c'est comme ça que ça va pouvoir se faire. Donc oui, acheter, oui, réserver. Je suis désolé de faire de la pub, et ça devrait être pour mes deux collègues d'ici. Mais je pense qu'il faut le faire parce qu'on n'a rien à perdre. C'est tout simple. On n'a rien à perdre. Mais si on attend le mois de juillet, là, ça va être la cohue, ça va être la précipitation. Tout le monde va vouloir faire la même chose en même temps. Et à ce moment-là, ça va coûter juste 2 fois plus cher et il y aura moins de choix. Alors qu'aujourd'hui, on a le choix d'avoir des tarifs exceptionnels. On a le choix d'avoir le choix de nos destinations et ensuite, on ne perd rien à le faire. Je le redis une fois. J'ai été un petit peu long, mais c'était le centre. Non, mais c'est bien d'apporter des précisions. Je rapporte, pour répondre à Mickaël sur les autres questions qui ont été évoquées, la Corse. Oui, on peut aller faire ses vacances en Corse, mais il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a le président de l'Assemblée nationale de Corse qui a demandé à ce que les passagers qui vont venir en Corse aient un test, un passeport sanitaire qui équivaut à un test négatif. Donc, ce que je vous ai dit il y a 15 secondes, et je le dis depuis 3 semaines, c'est ce qui est demandé. Alors, ils vont demander évidemment au gouvernement français, ils n'ont pas l'autorité là-dessus, ils en font voir au préfet. Mais voilà, on voit bien qu'en Corse, ils vont se dire, vous êtes bien gentils, si on a tous les Parisiens qui viennent en Corse au mois de juin et au mois de juin, la Corse, elle aura peut-être un autre visage que celui qu'elle avait jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment, il faut se protéger, il faut avoir des précautions. Les masques, oui, les masques dans les avions, surtout sur les vols moyen long courrier, ça dépendra du remplissage, mais il faut se mettre dans l'idée qu'on devra voyager avec un masque, même si on a des tests préalables. Mais comment on fait sur un long courrier pour voyager avec un masque? Alors, c'est une très bonne question. Moi déjà pour aller faire les courses, c'est déjà quand il fait chaud, c'est déjà compliqué. Et ça dépend. Si vous êtes tout seul dans votre rangée, il y a quelque temps, vous allez pouvoir l'enlever et on va vous le demander que quand vous allez circuler dans les couloirs. Mais honnêtement, même si je dois souffrir, moi je prendrai les vols dès qu'ils ouvriront, parce que je vous expliquais tout à l'heure que je pense que le milieu sanitaire d'un avion est beaucoup plus sûr qu'une petite épicerie ou un coiffeur ou un supermarché. Du fait même de cet aménagement d'air et des précautions qu'on aura pris pour ça. C'est comme dans beaucoup de choses dans l'aérien, on veut prendre d'énormes précautions. Par contre, si à côté de moi, j'ai des passagers que je connais pas du tout
et que dont je ne peux pas garantir l'état de santé, je vous garantis que je garderai mon masque. Voilà, donc ça c'est entre nous. Mais voilà, et pour répondre à Johanna, je crois, qui a posé la question de la compagnie aérienne, donc aujourd'hui, c'est une compagnie française, la grande compagnie française qui a mis en place ce système depuis 15 jours de nébulisation de leurs avions. Et j'espère que beaucoup de grandes compagnies le feront parce que ça aussi, ça permet que sur tous les points de contact, que ce soit les racks à bagages, il faut voir quand même quelques vidéos de nébulisation, ça dure pendant 20 minutes, où ils nébulisent, mais l'ensemble de la cabine de l'avion, que ce soit les sièges, les points de contact, les ceintures, enfin, il y a ce nuage de particules, il enveloppe la totalité de l'avion et il désinfecte l'avion de manière continue et ça reste efficace pendant 10 jours. C'est assez incroyable. Voilà. Patrick, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais rebondir sur Zev. Au Club Med, on pratique aussi cette politique de l'avoir pour sécuriser le client? Oui, très clairement. De toute façon, c'est ce qu'on a fait moins de 30 minutes après la mise en quatorzaine de tous les Israéliens qui seraient en France dès la semaine du 1er mars, en fait. Dans les 30 minutes qui ont suivi cette conférence télévisée de Benjamin Netanyahou, eh bien, j'ai eu l'autorisation du président Henri Giscard d'Estaing de donner un avoir à tous mes clients sur l'hiver. À l'époque, c'était la neige qui était impactée, donc tous nos clients jusqu'à fin avril, notamment sur la neige, les Maldives et autres, à avoir un avoir pour qu'ils puissent repartir en vacances pour l'année prochaine, sur 2021. Donc, effectivement, 30 minutes après, tous nos clients étaient rassurés. C'est vrai que les 2 jours avant où il y a eu ces murmures, dans la société en Israël en disant il va y avoir une mise en quatorzaine de la France, il y avait juste l'Italie la semaine d'avant. Et personne ne savait ce qui allait se passer, pas moi-même. Et quand j'en ai parlé à Henri Giscard d'Estaing, il m'a dit on donne un avoir, on ne laisse pas un client sur le rebord. Il faut qu'il soit rassuré tout de suite. Et effectivement, tous nos clients ont été rassurés et c'est le cas encore aujourd'hui. Ça a été le cas dans tous les pays ensuite par la suite. La Russie, l'Afrique du Sud, on a fait la même chose. Le point aussi pour nous opérationnellement, hein, on est en train de mettre en place tous les détails opérationnels qui devraient nous permettre de réopérer nos villages. Il faut savoir que nos villages, aujourd'hui, les plus grands, par exemple, à la montagne, on peut avoir jusqu'à 1100 personnes en même temps dans la semaine. Donc, on sait d'ores et déjà aujourd'hui, nous ne serons pas 1100 personnes. On va limiter le taux d'occupation a priori autour de 60 à 70% pour respecter cette distanciation sociale. Et du coup, donner un avantage aux produits Club Med où on a effectivement beaucoup d'espace. C'est un des énormes avantages que l'on a, que ce soit à la montagne, que ce soit sur les plages. Un village Club Med fait en moyenne 15 à 20 hectares. Donc, on a cet avantage-là de la place où on pourra laisser les gens, on va dire, dans leur intimité et en même temps pouvoir s'exprimer et pouvoir utiliser toutes nos infrastructures presque de la même manière. On est en train d'étudier tous nos sports que nous proposons pour voir quels sont les sports qu'on pourra continuer, quels sont les sports qu'on devra arrêter ou alors opérer de manière différente. Et effectivement, c'est aussi par rapport à cela qu'on décide quel village en priorité ouvrir. C'est un des paramètres. Effectivement, la montagne en été, c'est pour nous une occasion dont on se dit que, le fait du grand air, de la montagne, du fait qu'il y ait moins de monde à la montagne en général en été qu'à la mer, peut donner envie aux gens d'aller plus à la montagne cet été. Et notamment les activités qu'on propose à la montagne et qui sont proposées de manière classique à la montagne sont des activités qui respectent par elles-mêmes la distanciation sociale. C'est beaucoup de la marche, des treks, du vélo. Ce sont des sports qu'on peut faire très facilement. On fait du yoga en plein air, on fait de la méditation. Ce sont des sports qu'on peut faire très facilement en respectant toute cette distanciation sociale. Donc, ça fait partie d'une des priorités d'ouverture pour nous. Ça va être la montagne cet été. Et on sait aussi qu'il y a eu une étude Ipsos d'ailleurs qui est sortie avant-hier où il dit effectivement que à peu près 60% des Français et en général de l'Europe va préférer rester dans son pays cet été.
Donc c'est aussi pour cela, il faut comprendre que le marché français, c'est 60% du marché du Club Med. Je parle en pays émetteur. Donc s'il reste en France, il faut ouvrir des infrastructures pour qu'il puisse y rester. Donc la montagne d'été pour nous est une des belles opportunités de cet été, très clairement. Mais là, actuellement, vous devez être en pleine ébullition parce que l'été, c'est dans 1 mois et demi. Pas toutes les règles sont encore fixées, donc vous êtes obligé d'avoir différentes hypothèses de travail, j'imagine. Exactement. En fait, oui, c'est ça. On a pris comme base quand même on appelle ça des quali-signs dans le jargon, qu'on a mis en place en Asie, puisqu'on a déjà ouvert des villages depuis la fin avril, donc une semaine ou deux en Chine notamment, et donc on a mis des codes, des codes opérationnels, comment opérer, et donc nous on part sur cette base-là. En général, les Chinois ont été très stricts, et pour le coup, c'est vrai que et ça marche. Depuis qu'on a réouvert, on n'a pas de problème à date. Les Chinois commencent à réserver à nouveau leurs vacances et on va travailler sur cette base de ces standards-là pour l'instant. Mais il y a des négociations aujourd'hui en cours avec le gouvernement pour voir s'ils nous valident et qu'ils nous valident au plus vite ces standards-là pour qu'on puisse se mettre en place, très clairement. Mais nous, on a commencé à travailler sur des hypothèses de travail où on sait qu'on va respecter la distanciation sociale, où on sait qu'on va pouvoir rassurer les clients, notamment au moment des repas, puisqu'on est all inclusive, donc il faut donner à manger. Ah oui, matin. Comment ça va se passer avec tous les buffets? Parce que moi, c'est des buffets géants. Comment ça se passe? Il y a des choses déjà qui ont été validées. C'est que les buffets tels qu'ils sont aujourd'hui, ils vont plus être exactement les mêmes. Il va y avoir beaucoup plus de services à l'assiette. Il va y avoir des vitres, des panneaux vitrés entre les cuisiniers et les clients et le public, ce qui n'était pas tout à fait Club Med jusqu'à maintenant. Et on va servir au maximum des plats à l'assiette. Et on va espacer surtout. Et c'est là où la difficulté, notamment opérationnelle et financière, va jouer, puisqu'on va devoir servir avec une distanciation sociale, donc une plage horaire étendue. On a cette chance d'avoir de l'espace, d'avoir plusieurs restaurants dans les hôtels. Donc, ça va être un peu plus facile peut-être que pour d'autres. Mais malgré tout, ça demande beaucoup plus de personnel. Ça demande beaucoup plus de souplesse pour tout le monde et pour les clients aussi d'ailleurs. Mais logiquement, nos standards à date, s'ils seront validés, nous permettront surtout à nos clients de passer de bonnes vacances, de pouvoir profiter de nos infrastructures, de nos sports, de nos activités, quasiment dans la même ambiance, on va dire, que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Mais c'est sûr que c'est un changement, je pense, c'est un changement plus à moyen terme de nos façons de nous comporter qu'on va devoir gérer aujourd'hui. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et chez vous, il arrive alors, comment ça va se passer ce redémarrage? Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux questions ouvertes et aux échanges qu'on avait avec Zev et avec Patrick. La première chose, c'est en essayant de répondre en même temps à la question de l'auditeur que Michael nous a ouverte, c'est une évidence qu'aujourd'hui, les Français, en l'occurrence, et probablement les Israéliens qui nous écoutent, ont une envie de vacances. Pour plusieurs raisons, et les sociologues commencent à écrire aussi que ce serait un désastre qu'ils ne puissent pas partir en vacances parce que les enfants n'auraient pas ces moments-là après 2 mois de confinement. Donc, il y a des sujets, mais on va s'adresser d'abord comme professionnel du tourisme. Moi, je pense qu'effectivement, l'immense majorité des Européens ou des Israéliens, enfin des Européens en tout cas, partiront dans leur pays. Il y a une volonté de sécurité, il y a de l'anxiogène aujourd'hui dans l'acte de décision. Et si je compare entre mi-mars et, on va dire, la semaine dernière, on commence à avoir une courbe de temps passé sur nos sites Internet qui monte. Donc, ça veut dire que les gens commencent à se reprojeter en se disant, bon, visiblement, on va pouvoir aller à la plage. Alors, on n'ira pas à la plage comme avant, c'est ce qu'expliquait Zev. On n'ira peut-être pas à la plage en mettant notre serviette pendant 5 heures sur la plage, mais on ira se baigner, on pourra se baigner avec un temps bien précis, etc. On pourra retrouver sa résidence de vacances, son appartement
ou son club de vacances avec un certain nombre de restrictions. Ça, c'est le début et on en saura un petit peu plus clair début juin, visiblement, d'après ce que nous disent les autorités pour tout ce qui est café, hôtel, restaurant, possibilité de rassemblement à plus de 1000 personnes, donc des clubs de vacances forcément zèbre. Mais deuxième grand chapitre que je voudrais ouvrir, c'est qu'effectivement, la France a un territoire de jeux de vacances qui, paradoxalement, va pouvoir répondre à ce phénomène d'anxiogène. La montagne est un territoire de jeux exceptionnel, puisqu'effectivement, on va à la montagne pour faire de la rando, pour faire du vélo, pour pouvoir se retrouver, se ressourcer, vivre des émotions en famille que l'on n'a pas le temps ou l'on peut plus vivre pendant l'année. Et là, ce confinement va nous obliger à vouloir le grand air. Donc la montagne répond parfaitement à cette volonté de sécurité, de répondre à encore une fois à ces sujets de peur et de sécurité par rapport aux barrières, aux mesures barrières, etc. Et la montagne, c'est aussi des lacs. Il faut que vous sachiez que la température de l'eau d'un lac en France, c'est 18-19 degrés. Alors que dans notre imaginaire, fonte des neiges, lac gelé. En juillet et août, un lac à côté d'Annecy, un lac dans les Hautes-Alpes, c'est 17-18 degrés. On peut s'y baigner. Et là, on n'aura pas forcément le confinement de ce que l'on pourra voir éventuellement sur les plages. Donc, il y a, pour reprendre l'optimisme de Patrick, il y a forcément à un moment donné, un moment où les Français vont décider résolument à partir. La question qu'on se pose, c'est d'un côté les mesures barrières de sécurité et de l'autre, comment vont gérer les autorités en termes de libération. On a déjà des couleurs en France. On est rouge ou vert. On est un peu comme Koh-Lanta maintenant. On sait que si on est rouge, est-ce que les rouges vont pouvoir aller chez les verts? Est-ce que les verts vont pouvoir aller chez les rouges? On ne sait pas en fait. On sait qu'on peut faire 100 km. Mais la deuxième grande interrogation que l'on a, puisque nous sommes chefs d'entreprise, c'est est-ce que moi, je vais demander à mes collaborateurs de renoncer exceptionnellement cet été à 1 ou 2 semaines de vacances pour les reporter plus tard parce que le business va reprendre. Nous, aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on a 0 € de chiffre d'affaires qui rentre. À un moment donné, je vais avoir besoin de la force vive de mes collaborateurs pour remettre la machine en route. La machine en route, elle ne va pas se mettre toute seule. Quand les consommateurs vont vouloir arriver sur nos sites, il va falloir les mettre à jour, il va falloir faire du marketing, il va falloir répondre au téléphone. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, on ne le fait pas. Et je ne vais pas peut-être accepter que les 110 collaborateurs partent la semaine du 15 août en vacances, puisque j'aurai des clients qui vont vouloir réserver. Troisième, donc il y a cet aspect-là aussi de comment une entreprise va remettre les gaz de sa propre société, sans parler même des avions. Et dernière chose, pour être très court, moi je pense pas, on a fait des propositions chez Travel Factory, on a fait des propositions, il s'agit de surtout éviter l'engorgement des 2 semaines du mois d'août qui sont les 2 semaines cœur, puisque effectivement, si tout le monde décide de partir en même temps, sur ces 2 semaines du 1er au 15 août, pour faire simple, on aura un problème de sécurité, de distanciation sociale, et on aura un sujet de prix. Nous, on a proposé, par exemple, cet été, on a fait une lettre ouverte et portée par le syndicat des entreprises du voyage, de rétablir les zones de vacances, comme en avril et en février. Alors, c'est sûr que ce n'est pas populaire que de dire du 15 juillet au 15 septembre, on va mettre la zone A, la zone B, la zone C. Si un Parisien est en vacances à Lacanau, dans le sud-ouest, et qui ne devait pas y être, il prendra une amende. C'est pas très glamour quand on parle de vacances. Mais c'est ce qui va travailler la sécurité. On va travailler plutôt la partie émotive et d'émotion des vacanciers pour se dire, mais on est sûr qu'on n'aura pas un effet de masse pendant 15 jours et qu'en plus, on va pouvoir étaler les vacances pour faire en sorte qu'on soit reçu dans de bonnes conditions. Zeb disait tout à l'heure qu'ils vont ouvrir leur club à 60-70% de remplissage. C'est une mesure inversée pour dire faisons en sorte que le flux ne soit pas pendant 15 jours, mais plutôt sur 5-6 semaines. Voilà. Donc on travaille à des pistes. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire une décroissance de la pandémie, on pourra avoir des réponses de nos gouvernements ou des professionnels du tourisme qui ont une agilité pour pouvoir rapidement mettre le business en route, pour les vacanciers, bien évidemment. Mais ça va être compliqué parce que d'après ce qui a fuité ou ce que j'ai compris, l'école risque d'être prolongée au mois de juillet. Les entreprises vont inciter les salariés à travailler au mois de juillet pour pouvoir essayer de rattraper une partie du retard qui a été pris durant ces 2 derniers mois.
Donc c'est pas simple à anticiper. Ah, c'est sûr. On va pas vous dire que en ce moment, ni Zeb ni Patrick avons des journées tranquilles. Je pense que je n'ai jamais autant travaillé en réunion de prospective qui n'est valable que pour demain, puisque après-demain, on refera les process que l'on a décidés en fonction des bruits faibles, de ce que va décider le gouvernement ou de la sortie d'un ministre qui vous dit il faut pas prendre d'avion, il faut attendre. Et donc, du coup, les prévisions sont à refaire et à refaire. C'est pas simple, on est optimiste, on est de toute façon dans une industrie qui est complexe, dans une industrie qui bouge sans cesse, et il faut avoir cette agilité de décision et de garder les équipes sur les starting blocks pour pouvoir prendre une décision. On a mis en place quasiment comme nous tous, comme dans l'industrie, dans l'aérien, une assurance annulation du jamais vu, une assurance annulation à J-15, quelle que soit la cause. En fait, vous nous appelez, vous dites je veux pas partir, on vous rembourse. C'est à l'envers même des principes de la réservation, mais on est obligé de s'adapter pour rassurer le client, pour leur expliquer qu'effectivement, dans des temps de contrainte, s'il réserve, il verse un acompte. Ça, c'est valable sur nos sites. Et on est en train de travailler avec nos assureurs jusqu'à J-1. Vous décidez d'annuler pour des raisons X, Y, lambda, pas simplement la maladie, de ne plus pouvoir partir, on vous remboursera. C'est pour lever le frein, le fameux bouchon qui existe aujourd'hui intellectuellement chez les clients, de se dire on ne sait pas si on va pouvoir partir en vacances. Par contre, le désir de vacances est bien au rendez-vous, c'est une certitude. Merci pour ces précisions, Yariv. Patrick, tu voulais rajouter quelque chose? Non, une précision. Je pense que c'est l'élément fondamental qu'on a là, c'est les autorités. On l'a tous dit. Comment vont réagir les autorités? Mais je vais vous donner quand même une piste sur laquelle nous travaillons. Moi, je suis pas entrepreneur comme mes deux collègues ici, mais je travaille avec les autorités gouvernementales des deux côtés. Et une des pistes sur lesquelles travaillent les autorités et les aéroports, c'est de prévoir des accords bilatéraux où deux plateformes aéroportuaires auront les mêmes principes de contrôle. C'est-à-dire que si on a parlé tout à l'heure des aspects sanitaires, les PCR et autres, si on les fait que d'un côté, qu'est-ce qui va se passer pour les mêmes passagers quand ils vont aller de l'autre côté? Donc, comme on a des accords de droit aérien entre deux pays, c'est des accords bilatéraux sur les droits de trafic, on appelle ça comme ça. On pourrait imaginer aussi des accords d'ordre sanitaire entre deux pays, ou en tout cas entre deux plateformes aéroportuaires, qui feraient les mêmes types de contrôles des deux côtés et qui accepteraient qu'un contrôle qui soit fait à Charles de Gaulle soit reconnu en arrivant à Tel Aviv, par exemple, et vice-versa. Donc, ces travaux bilatéraux permettront, sur des grands hubs, sur des grands systèmes aéroportuaires, de pouvoir aussi faire un redémarrage plus rapide que d'ouvrir complètement le trafic d'un pays à un autre, où là, c'est plus compliqué parce que les mêmes règles ne seront pas établies. Encore une fois, on est très dépendant et de la qualité des tests, que ces tests soient acceptés des deux côtés, avec les mêmes réseaux de fiabilité et de vérification. Mais si on est capable de faire ça, absolument, absolument. Et alors, il y a déjà des normes au niveau de l'OMS, il y a déjà des normes très claires. La santé, c'est quand même assez normalisé, mais il faut qu'on en fasse des tests des deux côtés pour s'assurer qu'on a ces contrôles-là. Mais voilà, en tout cas, nous, quand on bosse jour et nuit, c'est pour essayer de faire redémarrer, par exemple, un business d'affaires entre par exemple Londres et Tel Aviv ou entre Paris et Tel Aviv, de faire en sorte que déjà les gens qui ont besoin d'aller pour passer 2 jours ou 3 jours dans telle ou telle ville puissent trouver cette possibilité de faire ça dans les prochaines semaines avec toutes les conditions nécessaires qui vont bien de contrôle. Mais ça, il faut qu'on se mette d'accord des deux côtés pour le faire et c'est pas facile. Michael, des remarques ou des questions de nos auditeurs? Tout plein, c'est pas facile non plus sur le fil d'actualité à suivre parce qu'il y a, comme chaque semaine, un débat dans le débat. Je vais essayer de dispatcher les questions. Une question. On va le trancher alors. On va essayer. Une question pour Patrick encore de Michael qui demande: est-ce que les pays ne vont pas profiter de ces situations, comme exemple l'Autriche, qui a mis en place un test à l'entrée du pays qui coûte 190 € par personne et surtout que cela en devienne une taxe imposée? Et puis, une autre question plus générale pour Zev et Yariv. Est-ce qu'on sait quelles sont les destinations préférées des Israéliens pour les prochaines vacances? Alors, je me permets de répondre d'abord à la première question. Je laisserai Zev et Yariv pour la suite. Effectivement, l'Autriche a mis en place un test PCR assez efficace. Pour rien vous cacher, ce test existe aussi en Israël. Dans certaines conditions, il a été utilisé pour sortir de situations conflictuelles au niveau de l'aéroport.
il est aussi coûteux. Il coûte à peu près entre 150 et 200 euros. Et on a la réponse sous 2-3 heures sur la validité. Ces tests existent, mais il faut qu'ils soient aussi reconnus par l'autorité sanitaire comme permettant d'accepter ou d'éviter un confinement de 14 jours. L'Autriche a dégainé assez vite parce que l'Autriche est un pays qui a été protégé comme pas mal d'autres par les mesures qu'elle a mis en place très tôt. Donc, je pense pas que ça fera une discrimination particulière, mais ça va au moins donner des idées à d'autres, peut-être, pour pouvoir s'inspirer des mesures qui existent. Et c'est ce qu'on peut souhaiter. Zev, la deuxième question. Oui, d'abord, je voulais rebondir sur ce que disait Patrick sur ces accords bilatéraux, parce qu'effectivement, dans le tourisme aussi, il y a des accords bilatéraux, au-delà des transports, sur l'acceptation de certaines nationalités par rapport à d'autres. Je prends là, du coup, ma casquette Russie, où je lisais dans la presse moscovite de ce week-end, où ils sont en train de mettre des accords en place entre la Turquie et la Russie. Il faut savoir que le premier hub de la Russie, c'est la Turquie. Il y a plus de 7 millions de Russes qui vont passer leurs vacances en été en Russie. Donc c'est très important pour eux de pouvoir ouvrir sa destination. Comme on le sait, la Russie aujourd'hui est au cœur du Covid-19, donc pas encore sorti et en tout cas pas encore dans la descente, malheureusement, du virus. Mais ils sont déjà en train de se repositionner et de chercher à savoir ce qu'ils vont pouvoir faire. Il faut savoir que la Turquie, par exemple, il y a déjà des accords bilatéraux entre la Turquie et l'Allemagne et le UK aussi, qui viennent d'être signés. Ils vont accepter les Allemands et les Anglais dès la mi-juin ou fin juin pour ceux qui vont vouloir venir. Je ne parle pas de transport, je parle juste dans les hôtels en Turquie. Et la Turquie a déjà mis en place ses modes opératoires dans l'hôtellerie, où pour l'instant, c'est un gros bémol, mais pour l'instant, les hôtels vont pouvoir ouvrir. Il n'y a pas de taux d'occupation maximum, mais par contre, il y a une distanciation sociale imposée. Il y a des mesures classiques de température, etc. imposées. Et effectivement, les piscines, pour l'instant, ne seront pas ouvertes au public. Et on attend un accord bilatéral entre la Russie et la Turquie pour savoir si les Russes pourront aller dès que la situation s'améliorera très rapidement. Donc, les accords bilatéraux existent aussi en dehors des accords qui pourraient se faire au niveau de transport. Donc, c'est important à signaler et je pense que d'autres pays travaillent dessus aussi. Concernant les Israéliens, où ils veulent aller cet été, fondamentalement, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas beaucoup changé. C'est-à-dire que les Israéliens vont rester sur leurs envies. Ce qui semble, par rapport à tout simplement les recherches Google qu'on reçoit tous les jours et qu'on analyse aujourd'hui, ce qui semblerait, déjà, il y a une envie de nature plus importante encore que ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, il y a aussi une envie, je pense que l'idée de la plage déserte, la mer bleue et le sable fin aussi donne envie. Et on voit que la moitié de nos recherches Google sur Club Med se font sur les Maldives. Alors, les Maldives, il se trouve que c'est ma première destination de vente depuis Israël. Donc, c'est pas non plus quelque chose de très étonnant pour nous que la moitié des recherches se fassent sur les Maldives, mais la moitié, ça reste beaucoup plus que d'habitude. Donc, il semblerait qu'il y ait ça. Aussi, quand on regarde sur Instagram, on avait fait ces dernières années beaucoup de PR avec des célébrités israéliennes qui partaient sur les Maldives, l'île Maurice, etc. Et ils montent de manière totalement personnelle. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout un acte marketing, mais ils postent énormément de posts en se disant qu'est-ce que j'aimerais retourner au Club Med aux Maldives, qu'est-ce que j'aimerais être à l'île Maurice au Club Med, etc. Donc peut-être qu'aussi ça influence la population israélienne sur les envies, mais je pense qu'il y a aussi une envie de, entre guillemets, l'île, le côté isolé, Robinson, nature, qui joue. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des accords bilatéraux. Israël est en train de signer avec Chypre des accords bilatéraux dès cet été pour permettre aux Israéliens de partir sur Chypre. Alors, je parle du côté grec pour l'instant et la Grèce. J'ai encore reçu un mail de Aegean qui disait que normalement, ils ouvraient à partir du 15 juin les lignes, je parle de tourisme classique, sur Athènes. Donc, on a peut-être, vraisemblablement en tout cas, une possibilité de partir sur la Grèce. Et le bassin méditerranéen, globalement, c'est la première destination des Israéliens en été.
Chypre était une des grosses destinations. La Turquie l'a été pendant de nombreuses années jusqu'en 2009. Et puis, elle revient très fortement depuis 2-3 ans, où je vois chez nous les chiffres doubler d'année en année. Donc, je pense très sincèrement que les endroits de prédilection des Israéliens en dehors d'Israël vont aller vers la Grèce, vers le bassin méditerranéen, peut-être la Turquie si les choses évoluent aussi dans ce sens-là. Et moi, personnellement, je pense que la France, si les frontières s'ouvrent pour les Israéliens, sera une des destinations importantes aussi. Parce que je pense que dans cette décision de vacances, il va y avoir une question de capital confiance, que ce soit de la marque vers laquelle on va aller, mais aussi du pays. Et il est évident qu'un pays comme la France, les règles sanitaires, si on dit que tout est au carré, tout est au carré. Ça, on peut pas enlever à des pays comme la France, l'Allemagne, etc. Donc, l'Israélien va faire plus confiance, je pense, à des pays tels que la France, les États-Unis, s'ils rassurent les personnes en disant nous avons mis en place les bons standards, je pense que les personnes seront rassurées et pourront repartir. En priorité sur des pays où on sait qu'il y a des hôpitaux qui tournent bien, où on sait qu'il y a des règles sanitaires mises en place et contrôlées, etc., etc. Plus que peut-être d'autres pays, petits pays où on a moins confiance dans le côté sanitaire qui va être important. Zev, sache que le Quai d'Orsay est très content de ce que tu viens de dire. Ils t'écoutent, ils sont très contents. Non, il arrive. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais que vraiment, je pense que le capital confiance, et notamment le Club Med, le fait que ce soit une marque, et si Club Med dit, nous avons mis en place des standards opérationnels pour garantir votre sécurité et aussi garantir votre côté plaisir et que vous passerez de bonnes vacances, je pense que si Club Med le dit, ce sera écouté. Si un opérateur lambda inconnu au pavillon le dit, il n'y aura pas forcément une grande confiance des personnes. Il arrive. Tu es une clientèle qui est très européenne et qui est majoritairement millénium, qui s'adresse donc à une certaine jeunesse. Comment est-ce qu'on s'adresse à eux? Comment est-ce qu'on leur propose la montagne, par exemple, cet été? Je vais te répondre en reprenant ce que vient de dire Zev en conclusion. C'est-à-dire que le maître mot, ça va être la confiance. Comment je passe de la raison à l'émotion ou de l'émotion à la raison. Aujourd'hui, on est 100% dans la raison. C'est-à-dire qu'on attend de voir si on va pouvoir partir. Et une fois que je commence à retrouver l'encéphale de l'émotion, je commence à me reprojeter. Mais je n'arriverai à me reprojeter qu'à partir du moment où j'aurai confiance. Donc, l'hédonisme va rimer avec confiance. Et ça, c'est extrêmement important dans l'acte de vacances loisirs, puisque quand on va rentrer dans l'acte de voyage professionnel, il y aura d'autres attributs qui vont arriver. Mais dans les vacances à la montagne, il va falloir qu'on donne confiance sur les mesures de barrières de sécurité quand on va arriver dans un appartement, dans un club de vacances. Il ne s'agit pas de se projeter d'un confinement à un autre confinement. C'est-à-dire que moi, par rapport à ce que disait Patrick, si je dois me projeter en me disant je vais prendre l'avion demain pour aller à Tel Aviv et si j'ai 1% de risque qu'on me dise non, tu vas aller 15 jours à l'hôtel, en confinement, je reste à Paris. C'est une évidence que je prendrai 0 risque. Donc, si je dois quitter Paris pour aller au Ménuire, à la montagne cet été, si j'ai le risque d'être confiné de nouveau dans mon appartement, je préfère au moins à Paris, j'ai mes aises, je sais comment je vis, j'ai 0 risque. Donc ça, c'est extrêmement important. Juste une précision arrive, si tu veux bien. C'est pas un risque que tu prends avant de partir. Tu sais si tu vas être confiné ou pas. Les règles sont suffisamment claires. Oui. On te dit, enfin, on te dira, tu fais un PCR. S'il est négatif, tu embarques et on t'accueille. Ou alors, tu sais avant que si tu vas venir, tu auras les 14 jours de confinement. Mais t'as pas la surprise quand tu arrives. Non, mais si on a un accord bilatéral. Absolument. Mais si on n'a pas d'accord bilatéral, on pourrait avoir une surprise. Mais il n'y a même pas de surprise, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux même pas rentrer. Tu ne peux pas voler. On est d'accord. On est d'accord. Donc voilà. Mais c'était juste dans la projection. Bien mais c'est vrai que c'est important d'apporter cette précision-là. Après, la deuxième chose sur la montagne, on l'a dit, et Zev aussi l'a dit tout à l'heure, c'est que c'est un territoire de vacances qui rassure naturellement par son terrain de jeu.
La montagne, c'est l'évasion, c'est l'anti-pollution, entre guillemets, c'est l'anti-promiscuité, entre guillemets, c'est l'anti-urbanisme, entre guillemets. Et donc, du coup, il a un territoire de jeu, une offre de vacances dans l'émotion qui répond aujourd'hui au post-Covid de façon extrêmement précise. Et donc, on a depuis 2 ans un phénomène d'attraction de la montagne naturelle. Aujourd'hui, la montagne française ou la montagne européenne a une magnifique chance de se mettre en jeu, de se mettre en musique pour définitivement cranter le fait que la montagne est une véritable destination de vacances et pas simplement une destination alternative de vacances l'été. Je ne parle pas du ski. Le ski, c'est encore autre chose, une autre émotion qui arrive quand on décide d'aller au ski. Donc là, on est d'accord. Donc c'est sécurité, la marque qui va porter la confiance du client et le territoire sur lequel on va pouvoir se projeter véritablement en vacances pour enlever les mesures de sécurité ou d'anxiogénéité qui sont aujourd'hui ancrées dans la tête des vacanciers. Une petite anecdote, si je peux me permettre, Daniel. Il faut savoir que à la montagne, au Club Med en été, c'est assez étonnant et c'est drôle, ça me fait rigoler, mais c'était un projet, j'adore la montagne, soit en été comme en hiver. La deuxième nationalité au Club Med, après les francophones, donc les Français et les Belges, ce sont les Israéliens. Il y a plus d'Israéliens au Club Med dans nos villages montagnes en été que d'Anglais, que d'Allemands, que d'Espagnols, enfin que de n'importe quelle autre nationalité à part Français et Belges. Et parfois, on est même majoritaire. Ces dernières années, il y a un vrai engouement pour la montagne en été de la part des Israéliens. Et là, je parle pas du public pratiquant ou religieux, puisque chez moi, c'est plutôt jambon fromage qu'une entrecôte cachère. Mais donc, j'ai pas accès à ce type de clientèle. Mais les Israéliens aujourd'hui, ne serait-ce que par le côté vélo, qui est très trendy en Israël, le trek et le hiking qui sont super trendy aussi. Mais je propose, il arrive à en parler, je propose aussi aux Israéliens, pour les jeunes, quand ils viennent chez nous, ils vont avoir une journée dans la semaine où ils vont faire du wakeboard. Donc c'est aussi quelque chose où on pense pas, mais on fait du wakeboard à la montagne. Donc il y a effectivement une diversité d'activités. Et les Israéliens aujourd'hui, pourquoi aussi ils apprécient la montagne au Club Med, c'est parce que on leur propose un mini club en hébreu. Et donc alors là pour les Juifs français qui se retrouvent sur ces semaines-là adorent parce que les spectacles, il y aura la moitié en hébreu, il y aura des chansons israéliennes. Donc alors les Français sont un peu perdus parfois, j'avoue. Mais oui, tu peux effectivement, Patrick, le jambon fromage, c'est pas top. Mais c'est un peu pour ça que mes clients viennent quand même. C'est vraiment bien parce qu'on a pu évoquer le voyage sur le court terme, la façon dont ça peut se passer, ça peut s'organiser, surtout cet été. Maintenant, demain, qu'est-ce qui va changer? Parce que il y a des règles du jeu qui changent. Tout à l'heure, on parlait de confiance, on parlait de règles sanitaires. Alors, sur le court terme, sur le moyen terme, ça s'entend. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses comme ça qui vont se révolutionner plus sur le long terme et notamment évoquer aussi le voyage professionnel? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Je sais que ce soit au niveau de ZEV, de Yari, vous organisez aussi des séminaires professionnels. Patrick, l'aérien transporte à longueur d'année des voyages professionnels. Ça va être quoi les grands changements qu'on va pouvoir observer? Avant de passer sur le long terme, je voudrais refinir sur le court moyen terme, voire le très court terme. C'était pour donner un petit scoop, mais ZEV l'a déjà un petit peu défloré. On travaille depuis une semaine, effectivement, sur un accord bilatéral avec Chypre et la Grèce. Donc, en Israël, c'est les 2 premiers pays dans lesquels on devrait avoir, d'ici les prochaines semaines, des possibilités de voyage, probablement au courant du mois de juin. Voilà, donc ZEV l'a déjà évoqué, mais moi je voudrais juste le confirmer parce que on bosse dessus toute la semaine, ça fait partie des échanges qu'on a avec ces 2 États. Au départ d'Israël ou au départ de la France? Au départ d'Israël. Au départ d'Israël, absolument. C'est une bonne nouvelle. Alors, en fait, la raison, elle est simple. La raison, elle est simple. L'Autriche a aussi approché Israël pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, il y a, sans parler de zone rouge ou de zone verte ou de Koh-Lanta,
j'ai bien aimé. Il y a une sorte de régionalisation qui se fait entre les pays qui ont, pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas dont l'impact Covid au niveau de la contamination et du nombre de décès est faible. Donc ces pays se retrouvent dans une sorte de famille commune. C'est le cas de Chypre, c'est le cas de la Grèce, l'Autriche par ailleurs. J'ai cru comprendre qu'il y avait 7 pays reliés à Israël. Non, ils veulent créer une sorte de… Alors voilà, à l'initiative de l'Autriche, il y a des discussions qui se font les uns avec les autres, et il y a un petit comité qui s'est fait en tripartite avec la Chypre et la Grèce, parce que ça reste le voisinage immédiat d'Israël, qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui voyagent là-bas habituellement et que c'est très facile d'y voyager. Donc déjà dans ce tripartite, c'est un petit spectre qui, s'il se mettrait en fonctionnement, créerait une dynamique triangulaire entre ces trois pays où il y aurait un franchissement de frontières facile avec des mesures de précaution relativement élevées. Ça peut donner un exemple à faire dans un premier temps plus élargi avec d'autres pays bien protégés et peu d'impact, et puis après avec les autres quand ils auront bien maîtrisé leur système de contamination et sanitaire. Ça, c'était pour le moyen terme. Je voulais juste confirmer, Zé. Pour le long terme, je voudrais, et je suis désolé, la connotation de mon discours sera aussi avec celle de mon caractère optimiste. Donc, je vais vous donner un petit peu d'optimisme. Première chose, on est très dépendant sur la vitesse dans laquelle ça va se faire, mais c'est aussi sur comment ce sera l'été 2021, par exemple. On sera très dépendant du système sanitaire, c'est-à-dire la qualité des tests, leur fiabilité, l'immunité. Est-ce qu'on est immunisé, pas? Est-ce quand on est immunisé, on est porteur ou pas porteur? Voilà, toutes ces questions mériteront des réponses. On attend les scientifiques et les médecins pour nous répondre à cette question. On est d'accord que si on a un vaccin, le problème est réglé. J'y ai arrivé. Et évidemment, le vaccin est l'élément prépondérant qui permettra de passer en revue tout ça. Encore faut-il que quand il sort le vaccin, ça prend presque 1 an à vacciner toute une population. À produire d'abord, c'est du temps, mais les grands groupes pharmaceutiques savent faire très vite. Mais même après, pour s'approvisionner, et vous imaginez le nombre de millions de personnes qu'il faut vacciner, ça aussi, ça prendra du temps. Mais passons, positionnons-nous à long terme, après cette époque-là, et même si c'est pas de l'ampleur de ces pandémies-là, mais on a eu le MERS, on a eu le SRAS, on a eu toutes ces époques-là, et en fait, fort heureusement, et l'homme est ainsi conçu, il finit par oublier, il finit par reprendre conscience, et moi je suis très confiant pour que, alors on va dire ça, au moins au plus tard en 2021, de mon point de vue, ou à l'été 2021 au plus tard, on aurait un système. Alors évidemment, les gens qui parlent de transport aérien, on ne retrouvera pas les niveaux de 2019, mais en tout cas, on revoyagera librement, on revoyagera normalement. Alors si on n'a pas les vaccins, on aura encore des masques et des mesures sanitaires. Voilà, tout ceci va s'équilibrer. Mais il ne faut pas comparer, parce qu'on me fait souvent cette comparaison avec les mesures de sûreté aérienne. Je rappelle, les mesures de sûreté, c'est ce qui prévient les risques et les attentats dans les aéroports. Ça, c'est une menace permanente. On l'a depuis les années 70 et chaque année, elle change. Depuis jusqu'à 2001, et chaque fois, on a des événements incroyables qu'il nous faut prendre la mesure de cette menace. Mais cette menace, elle ne s'estompe pas, et malheureusement, on n'a pas de vaccin contre cette menace. Ça, on n'a pas encore trouvé le bon vaccin. Par contre, un virus, quand on a trouvé le vaccin et quand on a trouvé des précautions, et quand il y a un porteur sur 200 000 personnes, on va pas foutre en l'air tout le transport aérien pour ce porteur-là. On prend quelques précautions, et puis, comme dans tout, on est capable de mesurer le risque sanitaire. Donc, faut différencier les mesures qui sont prises aujourd'hui, toutes celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Et à mon avis, c'est des mesures qui seront transitoires. Il ne faut pas les voir comme une photographie. Tout le monde dit « Ah ben ouais, ça va, maintenant, ça y est, le transport aérien, c'est fini, on va voyager dans des avions différents, on va avoir le masque. » Non, ça, pour moi, c'est des mesures qui sont transitoires de manière à arriver à une situation sanitaire, et on retrouvera le transport aérien libre qu'on avait jusque-là. Au milieu, si jamais il faut geler des sièges, les billets d'avion se coûteront plus cher, ça c'est mécanique. Et si jamais on accepte et on a des mesures suffisamment protectrices pour que les passagers voyagent normalement, je pense que ce sera même moins cher qu'avant, parce que là, il faudra refaire venir l'offre. Et faire revenir l'offre, on a des prix très attractifs et beaucoup de concurrence qui vont se mettre, parce que tous les compagnies aériennes vont devoir retrouver le plus vite possible leurs passagers. Donc, il va y avoir beaucoup de concurrence et des tarifs très attractifs. C'est pour ça que tout à l'heure, je reviens au début, il faut réserver, il faut prévoir ses vacances, même si on devrait annuler. Et dernière chose, parce que c'est aussi un point important, il y a, on va dire en moyenne, entre 25 et 30% du trafic mondial qui est lié directement ou indirectement à l'affaire, ou en tout cas à l'activité économique, et c'est pas du loisir famille. Et celle-là,
elle l'aura probablement, à mon avis. C'est la seule chose, de mon point de vue, qui va peut-être un petit peu changer si on se poste à 2 ans ou 3 ans. Parce que les gens se sont rendus compte pendant 2 mois ou 3 mois qu'on avait la possibilité de faire des réunions ou des discussions sur Zoom pendant 1h30, de discuter de choses assez intéressantes, de faire des présentations comme j'en ai faites sur Zoom à plusieurs dizaines de personnes, ou quand vous présentez des choses. Donc vous avez des schémas de réunions où avant les gens se réunissaient de par le monde et on faisait venir 20 personnes de partout pour se rencontrer pour une demi-journée ou une journée. On pourra réfléchir pas uniquement économiquement, évidemment économiquement, mais aussi en matière d'efficacité et de temps, de fatigue des managers et des opérationnels, de manière à se dire, on a quand même des moyens de faire des choses assez efficaces. Alors, il y a des fois où il faudra qu'on se réunisse. C'est fondamental quand il y a de la négociation, quand il y a des discussions de fonds, etc. Mais je pense que la stratégie des entreprises sera de dire, maintenant, je vais réfléchir et je vais déterminer, moi, une démarche de voyage. Quand j'ai besoin de voyager, voilà les critères de type de réunion. Et quand j'ai besoin de faire des réunions par des systèmes de visionnage communs, voilà ce qu'on fera. Donc ça, peut-être que le transport d'affaires aura un impact en volume, c'est certain, mais en méthodologie, des agences de voyage à faire orientées. On fera pas des séminaires sur des organisations Zoom, parce que quand on veut faire du team building, il faut regrouper les gens. Mais quand il y a une décision, une réunion manager avec un CEO, le DRH et le directeur financier, où ils sont 4 et ils vont discuter d'un agenda préorganisé, ils ont reçu une présentation, mais s'ils sont pas tous au même endroit, c'est quand même extrêmement facile d'organiser une réunion qui va durer une demi-heure et à la fin, on aura un compte-rendu, une réunion, on s'est tous vus et on a tous échangé. Il y a eu personne qui a voyagé. Donc, je pense que ça, si je peux me permettre, sur le long terme, le vrai long terme, c'est-à-dire au-delà de 3 ans, c'est vraiment cette chose-là qui pourrait avoir un changement. Le reste, à mon avis, aura un impact très faible sur le reste de nos vols personnels et de loisirs. Zève, ton avis? Alors, très clairement, de mon point de vue personnel, je ne voyagerai plus 2 à 3 fois par mois, c'est clair. Ce sera un refus catégorique parce que effectivement, on se rend compte en 2 mois que certaines réunions sont d'ailleurs plus efficaces via Zoom ou Teams ou autres outils que lorsqu'on est assis à table tranquillement en train de grignoter et boire de l'eau ou des coca, où on sait qu'on a le temps et là, on s'étend pour rien. Donc très clairement, en termes d'efficacité, au niveau travail, je serais le premier à tout faire pour ne plus voyager autant. Je voyageais 2 à 3 fois par mois ces dernières années. Très clairement, ce sera limité. Et effectivement, il y a des voyages où on est quand même obligé de les faire et on les fera, mais il y en aura certainement moins. En tout cas, on sera plus efficace de ce point de vue-là. D'un point de vue moyen-long terme, côté loisirs, moi, il me semble que effectivement, et je suis d'accord avec Patrick, l'homme est fait, et d'ailleurs c'est un don que nous a fait Dieu, je pense, c'est l'oubli. On oublie vite, et heureusement d'ailleurs. Il y a des choses qu'il faut oublier. Essayer de vous rappeler une douleur physique, c'est impossible. Et on oublie vite et on revient vite à sa routine. Honnêtement, j'espère pas qu'on revienne à une routine parce que je trouve que c'est dommage. Il faudrait revenir à une autre vie encore bien meilleure que ce qu'on avait avant, et ce serait peut-être ça si on pouvait avoir un plus de cette période difficile, ce serait au moins ça. Mais je pense quand même qu'il y avait un trend qui a commencé il y a 10 ans, qui s'est confirmé il y a 5 ans, sur le côté écolo, sur le côté développement durable, sur le côté nature, le côté, surtout en Israël d'ailleurs, mais pas que en Israël, le côté végétarien. Toutes ces trends qui ont commencé il y a quelques années, qui se confirmaient dans la durée, vont continuer. Moi, je sais qu'il y a encore 1 an, on a eu plusieurs réunions sur le développement durable avec toute notre direction Europe et ensuite avec la direction monde pour savoir est-ce que la taxe carbone va influer sur la décision d'un client lambda de prendre l'avion 12 heures pour aller se retrouver dans un Club Med aux Bahamas plutôt que d'aller à 2 heures de vol ou même dans son territoire. Donc je pense, malgré tout, malgré l'oubli, je pense que ce trend va continuer parce que c'est un trend logique, quelque part de responsabilité presque civique aujourd'hui, en tout cas pour les jeunes, peut-être pas pour les générations quarantaine, cinquantaine, soixantaine, mais peut-être certainement les jeunes de 20 ans, les teenagers réfléchissent différemment, sont beaucoup plus se sentent beaucoup plus éco-responsables ou responsables de leur planète, responsables de leur vie aussi, de ce qu'ils font, un peu moins moutons que nous, entre guillemets.
Et je pense que ça va perdurer. Et très clairement, nous, Club Med, depuis quelques années, mais je sais on n'est pas les seuls, quasiment tout le monde cherche de plus en plus. D'ailleurs, le camping, c'est quelque chose qui se développe énormément ces dernières années grâce au côté nature. C'est pas une question seulement financière. C'est aussi un côté nature. Et nous, on a aussi dans nos activités, on a de plus en plus d'activités de protection des animaux, de protection de la flore dans les villages, dédiées aux enfants, mais pas que, aussi aux familles, notamment à la montagne d'ailleurs, mais pas toujours seulement à la montagne. Ce sont des choses, à mon avis, qui vont continuer d'évoluer, même si on peut pas empêcher cet oubli. Une partie va revenir à ses vacances classiques. Mais je pense qu'on aura un trend et qu'il va falloir suivre et qu'il va falloir anticiper. Et certainement que ce Covid-19 va peut-être renforcer, accélérer les choses et faire en sorte que on soit un peu plus responsable de nos actes de vacances. Je pense vraiment que ça va changer dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas voyager, mais ils vont, entre guillemets, voyager mieux, voyager plus écolo, plus nature. Je pense que ça, oui, ça va changer. Peut-être pas sur toutes les générations, mais certainement chez les jeunes. Et les jeunes, c'est les clients de demain, si c'est pas les clients d'aujourd'hui déjà. Donc, je pense qu'il faudra vraiment faire attention à cela. Et aussi, je pense que même dans les infrastructures même hôtelières, camping, etc., qu'on va devoir recréer par la suite, il faudra penser à partir d'aujourd'hui à si on avait quelque chose qui ressemble au Covid dans les années suivantes pour faire en sorte qu'on ait des infrastructures qui soient prêtes à être opérées quasiment sans changement, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Voilà. Donc je pense vraiment qu'il y aura des changements. Yariv, je t'ai vu opiner de la tête à plusieurs reprises. Tu abondes dans le sens de Zev? J'abonde totalement dans le sens de Zev. Après, je reviendrai sur un désaccord que j'ai avec Patrick sur l'aérien. Sur ce que dit Zev, c'est sûr que les millennials, et pas que, parce qu'il y a un mouvement, il y a une lame de fond qui est en train de monter. Les millennials aujourd'hui vont avoir un changement sur l'industrie de façon certaine. Si l'industrie ne prend pas en compte tout ce qui est environnement, traçabilité, confiance, et surtout comment on va mettre en scène l'espace-temps par rapport à son séjour. C'est-à-dire qu'on veut devenir, non, on n'est plus un consommateur de vacances, on est un consomme-acteur. C'est-à-dire qu'on est un consomme-acteur de ses vacances et donc on ne va plus à la plage. Bon, bien évidemment, une immense majorité resteront comme ça, mais la lame de fond va aller beaucoup plus vite. Le Covid va accélérer tout ce qui est détox, bien vivre, bien-être, zénitude, et vivre ses vacances avec un sens. Il faudra donner un sens à ses vacances. Et donc, quand on a dit ça, forcément, les vacances plus courtes, plus proches de chez soi, vont encore avoir un aspect très, très important. C'est-à-dire que quand on va visiter une ville, quand on fait un city break, on va vouloir visiter. Est-ce qu'on va vouloir faire un city break d'1 heure ou prendre l'avion pour aller à New York de 7 heures? Je pense que les millennials vont commencer à faire des choix, de se dire mon empreinte carbone en allant non simplement en Europe plutôt qu'aux États-Unis sera plus favorable dans sa vision de consommateur. Ça, c'est ce que je pense. C'est ça que ça va s'accélérer après le Covid de façon certaine. Et donc, obliger les industries à très très vite prendre le pas de ce que veulent les consommateurs et ne plus offrir un produit qu'on imagine pour eux. C'est eux les patrons. Ils vont reprendre la main sur ce qu'ils attendent de nous. Ou sinon, on passera à côté d'un virage important et nos boîtes péricliteront. Il y aura des nouvelles qui vont arriver. Aujourd'hui, regardez le problème d'Airbnb qui a révolutionné mon secteur de la distribution et du tourisme. On voit qu'aujourd'hui, il y a un modèle qui commence à reposer question en termes de sécurité, alors qu'on était dans le partage, dans l'expérience, dans la facilité. Bien aujourd'hui, on revient avec des questions et ça, il faudra regarder, être attentif dans les 2-3 ans. Est-ce que c'est un phénomène Covid ou un phénomène qui va s'inscrire dans la durée? Par rapport à ce que disait Patrick sur l'avion, tu as commencé, Patrick, en disant qu'il allait probablement avoir beaucoup de défaillances dans l'aérien. Et c'est une évidence que les compagnies aériennes que le monde de l'aérien globalement va connaître des défaillances. Et si je reviens à mes premières années d'économie à la fac, à un moment donné, on va avoir un problème d'offres. S'il y a moins d'offres, les prix vont monter.
Et donc, la jonction de ce que je disais précédemment et les prix qui vont monter naturellement dans l'aérien dans les 4-5 ans vont faire qu'on va encore exacerber ce phénomène naturel du tourisme de la proximité, du tourisme du pas loin, pour à la fois avoir bonne conscience et puis surtout avoir la possibilité de voyager sans avoir la contrainte d'un prix qui risque d'augmenter quand on fera un package avec de l'aérien. C'est ce que je pense. J'espère me tromper, mais les premières courbes que l'on commence à regarder montrent qu'il va y avoir une contraction en termes de l'offre aérienne. Il arrive, merci. Mickaël, ça réagit en ligne? Qu'est-ce qu'ils disent nos spectateurs? Écoute, ça réagit beaucoup. D'ailleurs, je me suis engagé auprès d'eux pour que Patrick, Zev et Yariv, juste après l'émission, répondent aux questions que je n'ai pas pu leur poser en direct. Je vais synthétiser une question. En fait, nos auditeurs s'intéressent beaucoup au prix de leurs prochaines vacances. Alors, il y a déjà eu des débuts de réponses, mais en gros, ils veulent savoir est-ce que leurs prochaines vacances, et je ne parle pas dans quelques années, je parle de vacances d'été qui vont probablement arriver si la deuxième vague, comme vous avez dit, n'arrive pas, est-ce que ces vacances vont leur coûter plus cher ou au contraire moins cher, ou alors il n'y aura pas de changement par rapport aux années précédentes? Alors, je vais peut-être entamer une partie de la réponse. Et avant de cette réponse, je vais répondre au débat que j'ai avec mon ami Yariv, parce qu'effectivement, on a un point de vue différent, et tant mieux. Mais l'avenir nous le dira. Il y aura effectivement des compagnies qui vont faire faillite. Mais je pense que celles qui vont faire faillite, d'abord, il y a beaucoup de compagnies qui sont aidées par les États. Celles qui vont faire faillite, ce sont les petites compagnies qui ont peu de ressources. Il y en a déjà en France qui ont fait faillite ces derniers mois. Entre Norvégian, une de ses filiales, et d'autres, Flybe par exemple, c'est de petites compagnies qui étaient déjà en difficulté et qui ont pas survécu déjà dès les premières semaines. Les autres aujourd'hui, il y en a qui vont souffrir. Je ne vois pas de grandes compagnies aériennes se casser la figure parce qu'elles ont toutes été à peu près toutes soutenues par leurs États. S'il y en a quelques-unes qui vont se planter, je n'ai pas l'impression qu'il y aura une baisse. Pour parler des 24 000 avions tout à l'heure, ici, au pire, on va avoir 500 ou 1000 avions de moins, mais ça ne va pas changer l'offre. Ça, c'est mon point de vue. On va rester avec une offre importante. N'oublions pas qu'à part ces 24 000 avions, on a en commande entre 2020 et 2021, on a encore entre 500 et 1000 avions en commande. Donc, de toutes les façons, l'offre va très vite, mécaniquement, se faire où les compagnies vont se retrouver avec des avions sur les bras. Et donc, l'offre va rester, de mon point de vue, suffisamment importante, même si des compagnies comme Lufthansa, comme d'autres, ont décidé de se séparer de leurs avions quand elles avaient des avions en leasing. Ce que je veux dire, c'est quel que soit le niveau de cette offre-là, le niveau du transport aérien ne va retrouver ses couleurs vertes que dans 2 ans, d'après les estimations des experts. Et pendant ce temps-là, il va falloir courir derrière le passager. Et moi, je vous dis qu'en 2020 et 2021, il y a des vraies opportunités tarifaires à faire parce que l'offre va rester là, parce que les compagnies vont vouloir remplir leurs avions, elles vont vouloir refaire de la trésorerie. Et je réponds donc simplement à la question de Mickaël. Je pense qu'il y a des cartons à faire cet été. Je vous dirai même pas ce qu'ont trouvé quelques gens à venir pour faire des voyages par-ci, par-là au mois d'août. C'est des tarifs du jamais vu. Et ben, c'est parce que les compagnies, elles veulent que des gens reviennent sur leurs avions. En tout cas, sur le très court terme, c'est certain qu'il y aura des opportunités. Moi, je dis aussi sur le moyen terme, il y aura aussi des opportunités tant que l'offre sera suffisante. Mais si je me trompe, effectivement, il y a vraiment une rupture de la demande par rapport à cette offre. Effectivement, les tarifs vont remonter. Mais on est rentré dans un système depuis une 50aine d'années de démocratisation du transport aérien. On a presque la moitié du trafic mondial aujourd'hui, c'est des compagnies low cost. La moitié du trafic mondial. Donc, c'est difficile aujourd'hui de remettre à cause de 3 mois de catastrophes effectivement économiques et aériennes, de remettre en cause l'ensemble de ce système. Il va redémarrer lentement, mais c'est un système qui a fonctionné, mais qui va se calmer un petit peu, je pense, par rapport aux courbes de croissance euphoriques qu'on a eues ces dernières années. Mais il y a de très bonnes opportunités à faire pour les vacances d'été, d'hiver. Je pense à nos 2 collègues. L'hiver 2021, il y a des cartons à faire aujourd'hui pour ceux qui veulent le prévoir. Réservé, c'est pas cher. Ah ouais. En plus, vous avez une assurance qui vous permet d'annuler jusqu'au dernier moment.
Ah, mais très clairement, hein, il y a pour ceux qui souhaitent, franchement, ça vaut le coup, je pense. EasyJet, en ce moment, propose des prix imbattables pour 2000, pour même à partir de septembre, des prix vraiment imbattables. Et ça vaut vraiment le coup, à mon sens, ça vaut le coup de réserver aujourd'hui. EasyJet, c'est le premier à s'être lancé avec une vraie Je campagne. sais pas si Ryanair vous derrière. imaginez, pour ceux qui connaissent les produits, je vous donne juste un effet. C'est juste un truc, comme on n'aurait pas rêvé de cette crise, on n'aurait pas rêvé d'avoir des éléments là. Des vols au départ de la France au mois d'août. Je ne citerai pas non plus la compagnie, mais en tout cas, c'est des vols avec correspondance. D'accord. Écoutez-moi bien, au mois d'août, 170 € l'aller-retour avec une compagnie traditionnelle. C'est juste c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, dans l'économie, c'est n'importe quoi. Et ben, une Mais compagnie on va traditionnelle. finir par dire merci au Covid, hein? Ah si on s'en sort tous bien, peut-être pour les vacances. Mais encore une fois, il faut que les pays puissent accepter les passagers. Mais au niveau tarif, je peux rassurer tout le monde. Je pense qu'en tout cas sur le court terme, ça va avoir des belles surprises. Pour essayer de synthétiser, d'apporter une conclusion, et si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à rajouter. Donc, on a parlé de confiance, on a parlé bien sûr de respect des règles sanitaires, on a parlé de sécurité, on a parlé de prix, on a parlé de disponibilité, on a parlé de montagne, on a beaucoup parlé de montagne. D'autres mots un peu clés comme ça à rajouter, d'optimisme, puisque là on a affaire quand même à trois experts qui sont extrêmement optimistes, que ce soit sous l'angle loisir et sous l'angle professionnel, sachant que sous l'angle professionnel, en plus, on allait très sélectif au niveau du voyage, puisque maintenant on a tous découvert Zoom. On sait comment tenir des meetings à distance, c'est magique. Zev, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, je voulais rajouter un point qui fait lien aussi avec ce que disait Yariv. Je pense que les gens vont continuer à voyager loin, mais ils le font d'une autre manière. Et d'ailleurs, dans les voyages proches aussi, on parle de plus en plus ces dernières années de vacances transformatives. Et je pense que c'est vraiment un mot-clé. Ça paraît un peu un jargon touristique, mais en fait, non. Vacances transformatives, c'est tout simplement, je pars en vacances dans un but, avec un but, pas seulement me jeter sur une plage, pas seulement me mettre à la montagne, me mettre au vert, non. Il y a un but derrière qui va transformer ma vie par la suite. Et ça va être aussi certainement grâce à cela que les gens vont justifier et se légitimer de partir dans les îles ou partir aux États-Unis ou autres. Parce que, et vraiment, il y a un besoin aujourd'hui de pas seulement aller se reposer, comme c'était peut-être le cas à l'après-guerre où les gens étaient fatigués, ils ont besoin de se reposer, ou même encore ces dernières années. Aujourd'hui, les millennials, mais pas seulement, même les trentenaires et les quarantenaires qui ont des jeunes enfants, souhaitent apporter quelque chose de plus et que les vacances changent vraiment quelque chose à moyen terme, voire à long terme dans leur vie. Surtout après le confinement. Alors, et puis on rejoint, c'est exacerbé. On rejoint le concept de consommateur de Yariv en plus. Exactement. Et c'est vraiment le côté de se permettre que ces vacances-là nous transforment ou changent notre vie de demain, où on va aller découvrir quelque chose, on va aller apprendre quelque chose. Et on voit l'appétence aujourd'hui des clients qui viennent de n'importe quel pays dans le monde, que ce soit jeunes ou moins jeunes, de venir découvrir, apprendre. Je pense que les cours de cuisine n'ont jamais aussi bien marché. Les découvertes de la faune et la flore n'ont jamais aussi bien marché. Au Club Med, on appelait ça il y a 20-30 ans la prison dorée. Aujourd'hui, un client Club Med, c'est un client comme n'importe quel autre hôtel. Il vient aussi découvrir le milieu local, que ce soit la faune, la flore ou la population. De plus en plus, on les encourage à bouger et à voyager. Et de plus en plus aussi, ces dernières années, on encourageait les gens qui allaient aller, par exemple, dans les Caraïbes, de faire un stop à New York ou de faire un stop à Miami, d'aller voir autre chose. Et finalement, on vendait plus un séjour à l'intérieur duquel on pouvait y passer quelques jours, une semaine, voire plus au Club Med. Mais on ne vendait plus que le package Club Med. Moi-même, aux Israéliens, ces dernières années, quand je les envoie à la montagne en été, il y a une journée incluse à Annecy pour aller voir Annecy, pour aller déjeuner dans un bon restaurant d'Annecy. On leur donne des tips. Il y a tel restaurant sympa. Alors bien sûr, le shopping, l'Israélien sans shopping, il partira pas. Donc le shopping d'Annecy, le lac, etc. sont des choses. On se rend compte aujourd'hui que les gens, ils ont envie, ils vont dans les Alpes, ils ont aussi envie de découvrir la région. Et pourtant, c'est des vacances du mois d'août.
Encore il y a 10 ans, les gens, au mois d'août, israéliens ou pas israéliens, on appelait ça Betengav. On se jette sur la piscine et on n'en bouge pas. C'est quasiment terminé aujourd'hui. Et je pense que voilà, la clé, c'est les vacances transformatives. Et du coup, on partira où il faudra pour changer ces vacances. Même l'humanitaire, aujourd'hui, a un vrai enjeu. Nous, notre fondation, par exemple, Club Med, on inclut souvent dans la semaine une action humanitaire avec, par exemple, au Sénégal, au Maroc ou dans d'autres pays, où les gens peuvent rencontrer les populations, voire les aider. Ça fait partie des vacances, de plus en plus des clients. Et je pense que c'est ça qui va aussi se renforcer dans les prochaines années. Mais les gens vont partir, très clairement. Patrick, tu voulais rajouter quelque chose et puis on arrivera sur la fin parce que Voilà, moi, c'est le un temps petit mot passe qui sera. vite. Ouais, c'était très sympa. J'ai quand même un petit message, moi, à faire passer. Tu cherchais un mot-clé, mais je vais aller dans un angle complètement différent. On a dit tout à l'heure que la nature de l'homme, c'était l'oubli, et c'est ce qui va nous permettre de repartir dans quelques années pour refaire des voyages et revoyager dans des avions et dans des endroits aussi sympathiques, peut-être avec quelques petites connotations différentes. Mais je vais recommander à chacun d'entre nous de se souvenir de cette période. Parce que on a eu des moments d'angoisse, on a eu des moments de stress, on a eu des moments d'inquiétude pour nos proches, pour des amis, et je pense que ça doit nous marquer intérieurement et que quelque part on doit créer en nous un changement, même si on a l'oubli par rapport à l'inquiétude de la maladie et du risque sanitaire, mais chacun a été touché de près ou de loin dans ce monde par cet événement, et je pense qu'il est important qu'on en ressorte différent. D'avoir vécu cette expérience, de s'en être sorti, d'avoir prié, d'avoir cherché à trouver des réponses à nos questions. Et je pense que chacun d'entre nous, pour qu'il en ressorte grandi, il faut qu'il en sorte avec quelque chose. C'est une magnifique conclusion que tu nous apportes, Patrick. Il me reste plus qu'à remercier nos trois experts, Patrick Amar, Zeev Dahan, Yariv Abessira. Merci pour tous vos inputs, parce que je crois que vous avez été le plus précis possible sur tous ces grands thèmes liés au voyage. Merci à Mickaël déjà de nous confier l'antenne pour cette émission qui est un peu spéciale, le laboratoire de l'après, pour faire le lien en plus avec tous nos auditeurs. À nos auditeurs, merci d'avoir été encore une fois aussi nombreux. Merci de continuer à partager l'émission parce qu'on a essayé en toute humilité, mais avec énormément de professionnalisme. Encore une fois, merci à nos experts de répondre à tout un tas de questions qu'on a pu se poser et qu'on continue de se poser sur toutes ces nouvelles règles du jeu concernant le voyage. La conclusion est, on peut continuer à voyager, on peut continuer à réserver. Vous avez des professionnels ici. Cela représente des centaines, des milliers de professionnels qui travaillent sur notre sécurité de manière à ce que demain, on puisse continuer à voyager, que ce soit dans le monde des affaires, que ce soit pour les voyages d'agrément, en toute sécurité, à la fois sécurité aérienne, sécurité sanitaire et sécurité et originalité dans nos vacances. Merci beaucoup. On se retrouve dimanche en 8. Merci. La semaine prochaine pour un nouveau thème complètement explosif aussi. Merci. Ciao, ciao. Ciao.